C'est l'heure d'ouvrir le dossier Info Service. Bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour. Info Service, rendez-vous au quotidien du lundi au vendredi avec plusieurs thématiques. Avec aujourd'hui la DGAE, la Direction Générale des Affaires Économiques, et nous parlerons suite au Salon de l'Auto, justement l'achat d'un véhicule neuf, également les véhicules d'occasion, la location, la certification de cession. C'est notre sujet d'aujourd'hui. C'est que ça se passe pas toujours bien, même si on va mettre le doigt là où il faut faire attention. On ne va pas généraliser, évidemment, saluer tous les professionnels. Il y en a qui sont professionnels avec un grand P et qui vendent bien leur véhicule, que ce soit d'occasion ou neuf. On salue notre invité, donc Teddy Adjé, bonjour. Bonjour. Bonjour Teddy. Ça va Teddy? Très bien. Ça va, il y a eu des petits problèmes pour rentrer dans la station avec un vigile qui fait bien son travail. Ah ouais. Il fait bien son travail. Ah oui, passeport, pièce d'identité, touché, enfin la totale quoi. Merci les clans, parce que vous êtes celui qui est amené à pouvoir répondre aux différentes questions que l'on se pose. Quand je dis nous, c'est nous en tant qu'intervieweurs, mais également nos auditeurs, Nathalie. Ça se passe au 40 86 16 00 et au 7 1 2 3, c'est par SMS. Alors, vient de se terminer le salon de l'auto, apparemment bon cru pour les organisateurs et les concessionnaires, plus 20% des ventes, ça représente presque 500 véhicules. Est-ce que pour vous, le salon de l'auto, c'est une période où on fait appel à vous beaucoup, à la DGAE? Malheureusement, on fait appel à nous juste après le salon. Ouais. On aurait aimé que les personnes se renseignent au préalable, parce que acheter un véhicule, c'est quand même un achat important, donc qui grève le budget pour de nombreuses années, et donc c'est quand même important avant d'acheter de se poser certaines questions, notamment est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que le véhicule que j'ai actuellement ne suffit pas? Et éventuellement, s'il faut acheter, est-ce que le choix qu'on va faire va être le plus judicieux? Donc toutes ces questions-là, vaut mieux se les poser avant que après avoir des problèmes et à ce moment-là nous contacter. Alors le problème, il n'est pas dans le véhicule en lui-même, il est tout neuf, celui qui l'a acheté sur le salon de l'auto. C'est plus une question d'argent, de taux d'endettement des ménages qui contractent un crédit, qui s'aperçoivent après qu'ils n'auraient pas dû. C'est ça que vous voulez dire? Enfin, le problème est assez complexe parce qu'en fait, il est à plusieurs niveaux. Bien sûr, il y a le problème au niveau de est-ce que je pourrais payer toutes les mensualités? Mais parfois, le problème, il peut venir du véhicule lui-même. Ah oui, même un véhicule neuf. Même un véhicule Un neuf. vice caché, un problème de fabrication alors, puisque le véhicule est neuf. Alors, il faut savoir que un véhicule, quel qu'il soit, il peut avoir des problèmes, qu'il soit neuf ou pas. Il peut avoir des problèmes. C'est pour ça que le législateur a sorti quelques textes afin de protéger le consommateur. Ainsi, par exemple, existe la garantie légale de conformité qui fait que pour un véhicule neuf ou d'occasion acheté un professionnel, le consommateur il est protégé au moins 6 mois. C'est-à-dire que si un véhicule on dit qu'il est neuf, il doit au moins marcher 6 mois sans qu'il y ait eu aucune accroche. On espère un peu plus, mais Voilà, mais au moins 6 mois. Et si jamais, justement, dans ce cas-là, voilà, il y a un petit problème, je sais pas, par exemple au niveau des freins, ce n'est plus un véhicule neuf parce que le concessionnaire va récupérer le véhicule, le réparer et vous le rendre. Est-ce qu'il est toujours considéré comme neuf Voilà. vu qu'il y a une Alors il faut réparation? savoir que dès lors que le véhicule il sort de chez le concessionnaire, Il est déjà plus neuf. il n'est plus considéré comme un véhicule neuf, et même au niveau de sa valeur, il y a une valeur vénale qui est perdue. Voilà. Mais seulement dans les 6 premiers mois, acheter à un professionnel, normalement le consommateur ne doit rien payer. Et ça c'est très important. Concrètement, les personnes qui ont acheté un véhicule, là, pour prendre l'exemple du salon de l'auto, ou qui l'ont acheté avant, ces gens-là, pour la plupart, n'ont pas déjà le véhicule. Ils ont passé une commande, ils ont peut-être versé des arts, des véhicules qui seront livrés dans 2 semaines, 3 semaines, un mois. Est-ce que cette garantie de 6 mois que vous évoquez est reculée du fait qu'il y ait ce temps de livraison? Alors normalement, la garantie, elle court à partir de la livraison. Ok. Bon, t'as dit 2 choses très importantes, c'est art Toujours. et à compte. Voilà. Donc, lorsque vous réservez un véhicule, vous avez la possibilité de déposer une certaine somme pour réserver le véhicule. Vous avez possibilité ou c'est obligatoire?
Alors, vous avez la possibilité, et en fait, tout dépend en fait du professionnel. S'il dispose des véhicules immédiatement, son intérêt, c'est que le véhicule il sorte le plus rapidement possible. Malheureusement, tout le monde ne dispose pas de la somme équivalente au véhicule en entier immédiatement. Certaines personnes l'ont, à ce moment-là, dès la sortie, ils font un chèque, ils récupèrent le véhicule et ils sortent. Voilà. Malheureusement, en règle générale, on fait un crédit. Un crédit, à ce moment-là, beaucoup de personnes veulent les véhicules. En règle générale, il y en a un certain nombre qui sont exposés. Et donc, premier arrivé, premier dossier complet, ils repartent avec les véhicules. Pour les autres, soit il faudra attendre de nouveaux véhicules qui vont arriver sur le territoire, soit à ce moment-là, il y a des parkings où sont entreposés les véhicules neufs. Ah, c'est ça, ils sont pas tous sur le lieu d'exposition, quoi. Voilà. Donc, je viens de préciser des parkings sur lesquels sont des véhicules neufs. Ce qui veut dire que les véhicules ne sont pas forcément arrivés juste avant. On ils peuvent rester quelques mois sur le parking, en plein soleil. Par exemple, voilà. Donc il faut savoir qu'un véhicule neuf, il y a une certaine définition. C'est déjà, il faut pas qu'il dépasse un certain nombre de kilomètres. Maintenant, il faut pas qu'il dépasse 400 kilomètres. À ce moment-là, on peut plus considérer que c'est un véhicule neuf. Alors pas c'est rare ici les véhicules neufs, ils arrivent à Faleouté, à Motouta. En règle générale, ils roulent très peu. Déjà. Ils sont transportés par camion jusqu'au bateau. Le bateau, il bouge pas. Et il roule juste jusqu'aux entrepôts. Et éventuellement, on peut faire des essais. Donc, un véhicule neuf, il ne doit pas dépasser 400 km. 300, 400 km. Au-delà, le consommateur est en droit de demander une remise. C'est-à-dire que... On est plus dans un véhicule d'exposition, quelque chose qui a été exposé, testé... Par exemple, voilà, à ce moment-là, on peut demander une petite ristourne sur le prix. Mais ça, ils le cachent pas, les concessionnaires. Ou alors, on peut avoir des surprises. Normalement, il faut juste être vigilant. C'est-à-dire que tu montes dans un véhicule, tu regardes le kilométrage... Sur le kilométrage, normalement, tu as une première indication. Alors justement, quand on voit qu'il y a un problème donc avec un véhicule, qu'est-ce que peut faire l'acheteur? Est-ce qu'il doit... Oui, un véhicule neuf. On est toujours avec les véhicules neufs. Comme je disais tout à l'heure, si par exemple les freins, il y a un problème avec les freins, ils font beaucoup de bruit. Est-ce que le concessionnaire il peut dire c'est normal, c'est tout neuf et faut attendre. Et en fait, on se rend compte qu'un an après, le bruit continue. Il y a toujours un problème avec ces freins. Malheureusement, certains qui se disent concessionnaires disent que c'est normal qu'il y ait du bruit. Lorsqu'il y a du bruit, ce n'est jamais normal. Un véhicule, à part le bruit du moteur, qui peut être plus ou moins fort, il ne doit pas y avoir d'autres bruits, notamment des bruits mécaniques. À ce moment-là, c'est qu'il y a un problème. Donc, beaucoup essayent de minorer le problème, essayer de faire déplacer dans le temps. Il faut savoir que toute immobilisation, normalement, la garantie doit être reportée d'autant. Voilà. Donc voilà, il y a ça aussi qui est important. Cette fameuse garantie de 6 mois que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà, il y a deux garanties. Il y a une garantie légale de conformité de 6 mois, qui, je le rappelle, est obligatoire et qui, aujourd'hui, doit être indiquée sur les factures. Malheureusement, sur beaucoup de factures, on ne la voit pas apparaître. Il faut savoir que le fait de ne pas l'indiquer sur les factures, c'est une infraction. D'accord. Et donc, ça peut être sanctionné. Donc, je pense que les professionnels ont été assez informés, puisque la loi de pays qui instaure cette garantie légale est sortie en 2008. Donc, c'est la loi de pays 2008-12. Donc, de 2008. Je pense que on a laissé un certain temps aux professionnels pour se mettre aux normes, pour être en conformité. Aujourd'hui, tout le monde doit avoir pour ce genre de produit, donc que ce soit des produits ou des services, la garantie légale de conformité qui doit apparaître. Elle est distincte de la garantie commerciale que le professionnel peut accorder et qui en général peut être de 1 an, 2 ans. Alors encore là, il faut être très très vigilant puisque il faut demander aux professionnels au moment de l'achat qu'est-ce qui est concerné par cette garantie. Souvent, on nous parle de pièces et main-d'œuvre. Bon, il y a garantie constructeur également. Il y a aussi la garantie constructeur qui existe.
pour faire marcher la garantie constructeur, en fait, c'est le concessionnaire, c'est le vendeur qui peut l'utiliser. Elle est de 2 ans. Donc, normalement, professionnel, s'il est couvert par son constructeur, ben, il suffit qu'il renvoie le véhicule. À ce moment-là, il peut s'arranger ou le réparer. Il s'arrange avec le fabricant, avec le fabricant. Voilà. Non, mais je parle plutôt. On a parlé des pièces de main-d'œuvre. On a un truc qu'on a oublié, c'est la livraison. Et quand ton véhicule, par exemple, il tombe en panne dans les îles, il faut le faire rapatrier sur propriété. Voilà, donc il y a un coût, il y a le fret. Voilà, et normalement, donc le texte, il précise bien que dans les 6 premiers mois, normal, il ne doit pas y avoir de coûts supplémentaires. Donc une prise en charge de la part du vendeur, du concessionnaire. Voilà, donc en fait, les professionnels, lorsqu'ils vendent, ils doivent être conscients de cela et ils doivent en tenir compte. Donc ils peuvent en tenir compte, par exemple, dans le prix. 6 mois, 1 jour, c'est foutu. Non, 6 mois et 1 jour, c'est juste la garantie légale de conformité. C'est-à-dire, dans cette période-là, l'acheteur n'a pas approuvé quoi que ce soit, puisque le problème est censé exister au préalable. Au-delà, il y a la garantie commerciale qui s'applique, il est aussi couvert. Éventuellement, s'il y a eu des délais, par exemple, de report, des immobilisations de plus de 7 jours, elles viennent se rajouter à cette période depuis l'achat. C'est pour ça, c'est important de conserver les factures. Donc les factures, il faut les conserver et lorsqu'il y a un doute, il faut poser les questions au préalable, avant l'achat. Justement, on va parler de l'achat. Comment ça se passe? Vous disiez donc, on vient, on commande, on achète tout de suite, on fait un chèque. Mais non, il faut quand même. Est-ce qu'il y a quand même un délai, de réflexion? Est-ce qu'il faut un bon de commande, quelque chose de bien spécial? Est-ce qu'on peut payer en chèque, en liquide, en virement, les différents moyens de paiement? Ah, vous n'avez plus le droit en liquide. Voilà. Alors, moi, ce que je préconise, c'est avant d'acheter, il faut surtout bien réfléchir, essayer le véhicule, essayer. C'est vrai qu'il existe l'achat coup de cœur. Par exemple, lorsqu'on se déplace au salon de l'auto, on a quand même une petite idée, quoi. On a une idée déjà de son budget. On a une idée de la gamme de véhicules qu'on veut essayer, et donc on doit tourner et vérifier. Et on doit même faire jouer la concurrence, puisque entre concessionnaires, on a des véhicules peut-être de marques différentes, mais qui ont des mêmes cylindrées, qui ont des caractéristiques. Qui procèdent plusieurs marques aussi, c'est une fausse concurrence? Je n'irai pas jusque-là, mais disons que beaucoup de véhicules ont les mêmes caractéristiques. Donc le consommateur, il a le choix. Donc après, il peut essayer de faire jouer la concurrence. C'est ce que font la plupart des gens d'ailleurs qui vont au salon. La plupart de ceux qui sont sérieux, qui veulent absolument acheter, ils font toujours un devis avant salon et un devis pendant le salon, afin de pouvoir comparer et avoir le meilleur prix. Mais souvent aussi. Est-ce qu'on sait à peu près d'ailleurs quelles étaient les remises, les avantages de venir à un salon? Alors, en règle générale, quand on parle de remise, c'est que normalement, je parle bien de normalement parce qu'on a souvent des surprises, c'est que le prix qui va être pratiqué pendant le salon, forcément, ce sera un prix qui sera moindre que le prix pratiqué avant. Ce qui est logique, c'est le principe d'un salon, c'est une foire c'est d'avoir des promotions exceptionnelles que pendant la durée du salon. Malheureusement, on a des retours de clients qui nous parlent de prix. Peut-être que certains vendeurs anticipent le salon et donc ils font un prix pré-salon qui est identique à celui du salon. Mais on a parfois la surprise de voir que pour certains véhicules, le prix du salon n'est pas forcément moindre. Pour qu'il y ait le mot promotion, il suffit d'avoir 1 franc en moins. Donc après, on peut jouer là-dessus, quoi. Mais en règle générale, le prix salon est intéressant. Il peut être maintenu au-delà du salon, d'ailleurs, parce qu'il y a des personnes qui sont très intéressées, mais du fait que tous les véhicules ne sont pas disponibles immédiatement. Et puis, dans l'attente de certains dossiers qui nécessitent, par exemple, un accord de la banque. Donc, il se peut que sur les véhicules, au niveau des consommateurs, tout le monde ne puisse pas avoir ce qu'il veut. On en revient à la question initiale, c'est cet achat qui vient d'être effectué. Le temps de rétractation, il est de combien alors par rapport aux moyens de paiement?
Alors normalement le temps C'était de ce week-end. rétractation. Est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui, demain, après-demain, cette semaine finalement non, je prends pas le Alors, véhicule? tout dépend comment vous l'avez indiqué sur la facture, c'est-à-dire que si vous avez indiqué à compte, en règle générale, la compte bloque la vente des deux parties. C'est-à-dire lorsque tu vois le commercial, il t'a donné des conditions extrêmement avantageuses et que tu veux absolument réserver le véhicule, donc et que le vendeur il veut absolument que tu lui achètes son véhicule. Souvent il y a la mention à compte qui est indiquée. À compte, c'est promesse d'achat. La compte, c'est elle bloque les deux parties. C'est-à-dire qu'il est quasiment impossible d'annuler la vente. La compte, c'est-à-dire que si tu verses un acompte et que finalement tu ne peux pas aller au-delà parce que tu n'auras pas par exemple le crédit, à ce moment-là, tout ton acompte il est perdu. C'est perdu ou c'est un avoir chez le concessionnaire pour acheter un pneu? Normalement, le concessionnaire peut considérer que il est perdu. Ouais, parce que pour lui, il a perdu du temps aussi. Mmh. Et peut-être qu'il y aurait eu quelqu'un d'autre qui aurait les facilités bancaires pour avoir, donc à ce moment-là. Mais de l'autre côté, il peut quand même obliger la personne, si elle a la capacité de crédit, d'acheter le véhicule. Donc le seul cas où on peut annuler, c'est lorsqu'il n'y a pas la capacité d'emprunt, il n'y a pas l'emprunt de la banque. Il y a également, donc, quand vous voulez acheter à crédit, le vendeur doit obligatoirement vous remettre l'offre préalable de crédit. Voilà. Est-ce qu'ils le font tous? Alors, j'ose espérer qu'ils le font. J'ose espérer qu'ils le font. Alors, sinon, tout à l'heure, on a parlé donc de l'acompte. Si l'acompte ne figure pas sur la facture ou sur la promesse d'achat, à ce moment-là, la jurisprudence considère que ce sont des arts. Oui, si c'est pas écrit tel quel acompte, à ce moment-là, ce sont des arts. Dans les arts, il y a la possibilité d'annuler la vente, mais seulement l'acheteur va perdre le montant qu'il a mis pour les arts. Par contre, si le refus vient du vendeur, à ce moment-là, s'il s'agit d'art, le vendeur devra rembourser le double de ce que le client aura versé. Voilà. D'accord, donc la différence entre art et acompte. Et une livraison de véhicule, je sais pas, le vendeur sur le bon de commande met que le véhicule sera livré le 15 octobre. Le 15 octobre, le véhicule n'est pas là, on est le 30. Là, qu'est-ce qu'on fait? On peut se faire rembourser? Est-ce qu'il y a non-respect du contrat de la part du vendeur? Alors, la première chose à faire, c'est déjà c'est de mettre en demeure le vendeur en lui disant... oui, dès que la date... Voilà. Disons que s'il s'est engagé, parce que c'est un engagement mutuel, il s'est engagé à ce que le véhicule soit disponible, il faut quand même qu'il explique pourquoi est-ce que le véhicule n'est pas disponible. Parce que le bateau n'est à la pas date arrivé, indiquée. parce que... À ce moment-là, l'acheteur, il peut accepter, par exemple, des choses exceptionnelles, mais nul ne peut promettre des choses qu'il ne peut pas tenir. Donc, si le vendeur est un professionnel, il va se débrouiller pour fournir à la date, ou au moins offrir une contrepartie. Donc à ce moment-là, il se peut que, par exemple, j'ai commandé un véhicule noir et que le vendeur n'a pas de véhicule noir à la date indiquée. À ce moment-là, la moindre des choses que le professionnel, il peut proposer par exemple une autre couleur. À ce moment-là, étant donné que sur le contrat, il est indiqué un véhicule noir, il y a deux possibilités pour le vendeur. Soit il repeint le véhicule, soit à ce moment-là, il contacte l'acheteur en lui disant, écoute, tu as voulu un véhicule noir, sur le contrat, je me suis engagé à t'en fournir un, mais je ne peux pas. Il est rouge. Il est rouge. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il offre Dans des ces options, cas-là, il dit voilà, je t'offre les racks, les tapis, à ce les machins. moment-là, il peut lui offrir des options supplémentaires, par exemple. L'acheteur accepte ou pas? Ou pas. Alors le texte il dit ceci, il dit que à ce moment-là, ça peut aller jusqu'à minorer le prix. C'est-à-dire que si ce n'est pas conforme au contrat que tu as signé, à ce moment-là, l'acheteur il peut demander une remise supplémentaire, que ça soit en espèces ou en nature, c'est-à-dire des racks, des roues supplémentaires, ou un remboursement d'une partie de la somme. Voilà, c'est ça. Donc ça, on en est à l'achat donc d'un véhicule neuf, et quand on le prend à crédit, alors il n'y a pas d'acompte, il n'y a pas d'art.
On le prend à crédit. Alors, faut qu'on parle de l'offre préalable de crédit, et on peut se rétracter. Donc, on a un temps. Disons que l'annulation de cette offre préalable, c'est si tu n'as pas le crédit, normalement, c'est une possibilité. Mais malgré tout, si tu demandes un crédit, c'est que tu as déjà réservé un véhicule. Parce que dans l'offre de crédit, il y a quand même les références d'un véhicule qui vont apparaître. Alors, tous ceux qui... Si c'est un crédit automobile, c'est ça que vous voulez dire. C'est un crédit automobile. Si c'est un crédit propre, enfin je dirais un crédit de consommation, où là, il n'y a pas de... Alors, il faut savoir que pendant le salon, toutes les banques sont présentes sur le salon, pour que la réponse entre la demande, on va dire coup de cœur du consommateur, il faut qu'il y ait une réponse rapide, une réactivité. Donc ils sont présents sur le salon et donc ils connaissent les capacités bancaires, le taux d'endettement des clients afin de donner une réponse très rapide. C'est 30%, hein, 30% d'endettement. Voilà, pas plus de 30% d'endettement. Et donc le banquier est celui qui connaît le mieux normalement le compte. Oui, mais si par exemple la personne dans ce délai d'une semaine, il a un autre problème par exemple, et il veut plus faire ce crédit, même si la banque est d'accord, tout est bon, il peut quand même se rétracter, il peut sans donner de raison. Encore une fois, tout dépend de ce qui est indiqué. Si c'est un acompte, ça l'engage. Non, sans acompte, sans ça. C'est-à-dire qu'il fait une demande de crédit. Mais il aura perdu s'il a réservé le véhicule. En règle générale, on demande 15% pour réserver le véhicule. Eh ben, à ce moment-là, il a perdu ses arts. On peut pas avoir un crédit complet à la commande? En fait, les commerciaux, c'est très rare. Les commerciaux, en règle générale, ils savent que le salon, par exemple, ne dure pas longtemps. Et donc, il faut optimiser le temps. Et ils savent que, par exemple, je crois qu'il y avait 40 ou 50 véhicules qui étaient disponibles immédiatement sur le salon. Et donc, étant donné que l'offre est très peu importante, à ce moment-là, c'était une façon aussi on va dire, de harponner le client, quoi. Si c'est pas vous, ça sera quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. Dépêchez-vous, c'est le dernier modèle. C'est ça. Et on vous offre l'essence sur un an, et il y a les pneus taille basse, machin. Voilà. En même temps, ils font leur job, c'est pas pour autant qu'ils vendent quelque chose qui n'est pas bien, on est d'accord, hein, mais il faut bien faire attention quant à ce bon de commande, les petites cases à cocher, avance, c'est ça, c'est pas facile. Il faudrait venir avec un agent de la DGAE, remplir tout ça. Peut-être que vous aussi, vous avez eu soit un problème, ou soit tout s'est très très bien passé. N'hésitez pas à nous donner quelques informations. C'est ça, du partage d'expérience. Voilà, ce qui vous est arrivé, c'est au 40 86 16 00 au 7 1 2 3 par SMS. Si vous voulez également, j'allais dire par SMS, oui c'est ça. Exactement. On a fait la partie véhicule neuf, il y a une grosse partie qu'on aimerait voir avec vous, Teddy Adjé de la DGAE, c'est la partie occasion, plus compliquée parce que là les pannes... les vis cachées, les réparations avec un bout de ficelle, c'est plus complexe les véhicules d'occasion pour vous? Ah oui, c'est quand même beaucoup de problèmes. Mais là, sans quitter les véhicules neufs, il y a depuis 2 semaines, depuis 2-3 semaines, on reçoit beaucoup d'appels concernant non pas des choses neuves, mais des choses reconditionnées. Ah, c'est entre le neuf et l'occasion alors. Voilà, des choses reconditionnées. Donc en fait, encore une fois, le consommateur, lorsqu'il achète, il pense acheter du neuf. Et au final, il s'agit de reconditionner. On parle de voiture, on est d'accord, hein? C'est quoi un véhicule reconditionné? C'est un véhicule neuf qui a plus de 400 km, mais... Un véhicule reconditionné, comme son nom l'indique, donc ça peut être un 2 roues, ça peut être un véhicule, c'est un véhicule qui a déjà roulé, et donc on lui fait une seconde jeunesse. Et donc la seconde jeunesse, en règle générale, ça commence par la carrosserie. Oui, donc qui est plus belle que la neuve, et ça va jusqu'au moteur, pièce du moteur, et ça va parfois, c'est arrivé que même sur le compteur de vitesse, on a vu une deuxième jeunesse sur le compteur de vitesse. Ah oui, ça c'est interdit. Et donc, les kilomètres. Ouais. Voilà, donc là à ce moment-là, il y a une possibilité de tromperie par rapport aux qualités qui sont annoncées. Mais là, des garages, des concessionnaires, vous parlez de véhicules, là. Alors, ces véhicules reconditionnés, on les trouve où?
Sur les parkings de véhicules d'occasion? Alors, sur certains parkings de véhicules d'occasion, il y a quelques années, certains acheteurs achetaient en connaissance de cause. C'est-à-dire que le problème n'est pas quand tu es au courant. C'est-à-dire, ils demandent un véhicule reconditionné. À ce moment-là, le véhicule reconditionné, en matière de prix, ne sera pas le même que le véhicule neuf. Mmh. Donc, par contre, il y a une possibilité d'avoir des modèles particuliers que peut-être les concessionnaires ne font pas venir. Donc, ça te permet d'avoir des véhicules, mais vraiment avec des particularités, de telle sorte que tu es le seul, par exemple, sur le territoire. Mais à ce moment-là, il faut que tu sois informé au préalable. Et que ce soit pas vendu comme un véhicule neuf. Voilà, et que tu n'aies pas de surprise. C'est-à-dire que beaucoup de conducteurs, par exemple, de roues, se sont aperçus après, par exemple au moment de l'enregistrement au niveau des transports terrestres, que le véhicule avait déjà été immatriculé. Voilà, le véhicule a déjà été immatriculé. Waouh. Et donc à ce moment-là, il n'a pas les mêmes caractéristiques qu'un véhicule neuf. Donc il se peut que le véhicule a déjà eu un accident, par exemple. Ben, si le véhicule a déjà eu un accident, ben il peut pas être neuf. Et donc, s'il a des fragilités, les fragilités peuvent se retrouver par la suite. Véhicule neuf, véhicule reformaté, comment vous avez pris le terme? C'est reconditionné. Reconditionné. Je pensais que c'était que pour les téléphones, mais ça fonctionne également aussi pour les voitures. Et les ordinateurs aussi. Ouais, et dans un instant, les voitures d'occasion sur Première.
Polynésie Première. Don't Leave Me This Way, reprise de Harold Melvin and the Blue Notes. Ah, il y a tellement de versions. Là, c'était la version des Communards. Ça, c'est côté musique, côté famille, côté dossier, info, service. Nous ouvrons le dossier voiture d'occasion, véhicule neuf, Nathalie. Une voiture d'occasion. Qu'est-ce qu'une voiture d'occasion ? Avec nous, Teddy Adjé de la DGAE, de la Direction Générale des Affaires Économiques. C'est quoi un véhicule d'occasion ? Un véhicule d'occasion, déjà, c'est un véhicule qui a plus de 400 km. Et donc, il se peut qu'il y ait eu déjà au moins un propriétaire avant, au minimum. Donc, un changement de propriétaire. Donc, le véhicule peut perdre certaines qualités d'un véhicule neuf. Mais je connais des véhicules qui, avec un bon entretien, peuvent durer très longtemps. Moi, j'ai un véhicule qui a duré 20 ans. Ah ben voilà. 20 ans avec la clim qui était encore d'origine, qui marchait encore très bien, les rétroviseurs. Enfin, vous faites partie des chanceux parce que c'est quand même un petit peu la roulette russe. Quand on achète un véhicule d'occasion, voilà. on n'est pas à l'abri d'avoir des mauvaises surprises. Tout à fait. Est-ce que vous avez des conseils, vous, à la DGAE, à donner à nos auditeurs là qui veulent faire l'acquisition d'un véhicule d'occasion? Déjà, on l'achète où? Chez un concessionnaire, dans un parking, de particulier à particulier? Alors, déjà, si on a le choix, on essaie de le prendre auprès d'un professionnel, ne serait-ce pour avoir la garantie légale de conformité. Si vous l'achetez auprès d'un particulier, il n'y a aucune garantie. Et comme il n'y a aucune garantie, il faut être encore plus prudent. C'est-à-dire que il faut essayer le véhicule, essayer dans différentes conditions, par exemple en montée. Essayer, par exemple, la nuit, des fois, il n'y a pas de lumière, ou pas la totalité. Donc, tout ce qui est freinage... Il y a personne qui le fait, ça. Il y a personne qui le fait quand on essaye un véhicule. Ça prend 10 minutes, un quart d'heure, allez, voilà. 1 heure, mais on ne demande pas à le réessayer de jour, de nuit. À ce moment-là, ça veut dire qu'on est des joues. C'est-à-dire, c'est la roulette russe. À ce moment-là, on prend un risque. Et malheureusement, quand on prend un risque, par rapport à un particulier, il n'y a pas de garantie. Du tout. Pour un professionnel, le professionnel est obligé. Donc le professionnel, ça peut être un garagiste. Parce que quelques garagistes récupèrent ce qu'on appelle des épaves. Des véhicules qui sont déclarés par les assurances en perte totale. Ou les reprises, là, il y a eu cette opération prime à la casse. Ou des reprises. À ce moment-là, ils refont une seconde jeunesse. Et au véhicule même, où ils utilisent les véhicules prime à la casse pour alimenter ceux qui sont encore sur le marché? Alors, il faut savoir que au niveau de la prime à la casse, il y a eu plusieurs étapes dans la prime à la casse. Au départ,
lorsque la première prime à la casse est sortie, les véhicules qui étaient rendus en échange d'une remise à véhicule neuf, ils devaient être broyés. Oui. Ils ne devaient plus se retrouver sur le circuit de distribution. Et là, c'est plus le cas. Ils peuvent très bien se retrouver sur la route. D'ailleurs, ça s'appelle plus prime à la casse. C'est des primes voitures vertes et tout ça. Ce n'est plus la même chose. Il faut bien vérifier, faut bien voir les conditions. Les premières primes à la casse avaient deux objectifs. Le premier objectif, c'était de rebooster les ventes en accordant des remises, et la deuxième chose, c'était de sortir de la route des véhicules un peu anciens qui risquaient d'être un danger pour les autres, et donc on les retirait. Et ces véhicules n'étant plus dans le circuit des véhicules d'occasion, ça permettait réellement de booster les ventes, de renouveler le parc automobile. Et malheureusement, parmi ces véhicules-là, il y en avait certains qui étaient d'excellentes factures. Moi, j'ai vu des véhicules qui étaient rendus contre, je pense que c'était 500 000 francs à l'époque, des véhicules qui étaient des... Oui, alors qu'ils auraient pu les revendre 700 000 par exemple. Voilà, c'est ça. De bénéficier. Ou au moins récupérer les pièces. Voilà. Maintenant, donc ça a changé, c'est-à-dire que ces véhicules-là, on peut les retrouver donc en vente d'occasion sur la route. En fait, ça fait partie de la négociation, c'est-à-dire que quand tu as un véhicule, en règle générale, quand tu as un véhicule neuf, souvent tu as un véhicule qui a déjà roulé. Donc tu as deux possibilités, soit de le revendre directement à quelqu'un en occasion en tant que particulier, soit la facilité, c'est que le professionnel va te consentir une reprise de ton véhicule. À ce moment-là, t'as pas à te poser la question de savoir ce que devient ton véhicule, et immédiatement tu bénéficies de la remise sur un véhicule neuf. À ce moment-là, c'est le professionnel qui se débrouille de découler ce véhicule-là auprès des parcs d'occasion. On en revient au parc d'occasion. Vous préconisez que les achats soient plus effectués auprès de professionnels, garages, concessionnaires, véhicules d'occasion, plutôt que particuliers par rapport à la garantie. Disons que on a cette protection supplémentaire auprès des parkings d'occasion, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas être vigilant. C'est-à-dire qu'il y a cette loi du pays qui protège pendant les 6 mois après l'achat auprès d'un professionnel, donc y compris pour un véhicule d'occasion, mais que ça n'empêche pas le consommateur d'essayer le véhicule dans différentes conditions si possible. De jour comme de nuit, en montée, en descente. Voilà, de revenir. Je vois également sur le site, il faut essayer par exemple, c'est tout bête, mais les ceintures de sécurité, la mobilité des sièges. Il y a également l'embrayage, il faut essayer un démarrage en côte. Le moteur, s'il y a de la fumée, s'il y a des bruits anormaux. La tenue de route également, vous essayez la voiture en ligne droite et le véhicule ne doit pas se déporter. Parce que ça peut être... Ça peut provoquer un accident. Et aussi, il peut y avoir un problème antécédent, c'est-à-dire qu'il a déjà été par exemple. un choc. Voilà, tout ça, ce sont des signes que le véhicule a pu avoir un accident et est potentiellement dangereux. En métropole, la visite technique est obligatoire à période régulière. Ici, il n'y a pas. En Polynésie, non. Donc, vous en parlez ça, de cette mise en place là, c'est évoqué ça au gouvernement, dans vos services, le contrôle technique. Concernant le contrôle technique, donc il y avait un texte qui concernait le contrôle technique. Tous les véhicules d'occasion avaient une obligation d'avoir le contrôle technique. Ici, aujourd'hui, en Polynésie. Okay. Donc tout véhicule d'occasion normalement bénéficiait d'un contrôle technique par un expert auprès du tribunal de propriété. Donc tous les concessionnaires faisaient appel à des experts auto qui délivraient un bilan technique. Le bilan technique était valable 300 km. Et donc, encore une fois, il fallait que dès lors qu'on faisait des essais sur route, qu'on ne dépasse pas, par exemple, 1000 km d'essais sur route, non, c'est pas possible, quoi. Et ça, c'était fait sérieusement, l'expert automobile, le concessionnaire, donc, il y avait un formulaire. Il y avait un formulaire. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est le passé, ça, il n'y a plus. Aujourd'hui, il existe toujours le formulaire, mais il n'y a plus d'experts. Il existe toujours des experts. On peut toujours demander. Mais c'est plus l'obligation. C'est ça que vous voulez dire? Disons qu'il y a eu un souci lorsque le texte il devait être travaillé, puisque au niveau de la protection des consommateurs, on a voulu avoir un formulaire beaucoup plus étoffé que juste quelques petits points de sécurité.
De notre côté, les experts auto, il fallait les rémunérer. Bien sûr, oui. Donc, étant donné que le gouvernement voulait fixer un prix forfaitaire, il fallait qu'il y ait un accord entre les deux parties, de telle sorte que, à la fois, les experts puissent vivre de leur activité et d'un autre côté, avec des consommateurs qui aient, au niveau des informations, un certain nombre de données. Donc le problème, c'est que nous, en tant qu'administration, pour pouvoir contrôler quelque chose, il faut que le texte soit solide. Et étant donné que ce texte-là n'a pas été consolidé, à ce moment-là, si tu veux, en tant qu'acheteur, on peut demander le bilan technique, mais par contre, au niveau des données, on en aura beaucoup moins que sur le bilan technique précédent. Donc c'est un appel aussi aux politiques. Ce texte-là est important pour protéger les consommateurs et donc il faudrait peut-être revenir et essayer de l'appliquer de telle sorte que le plus grand nombre de consommateurs puisse être protégé. Donc là, le bilan technique n'est plus obligatoire ? Non, mais le consommateur peut le demander. Oui. Le consommateur est roi, il n'a qu'à demander aux professionnels de lui en fournir un. À ce moment-là, il saura. C'est-à-dire que à partir du moment où tu achètes le véhicule, non, ça sent pas bon. Voilà, c'est ça. Okay. C'est-à-dire que si le professionnel est si sûr de sa marchandise, à ce moment-là, rien ne l'empêchera. Donc à ce moment-là, si jamais il y avait un souci sur le véhicule ou sur quel que soit, à ce moment-là, le consommateur pourrait sortir le bilan technique en disant et pourtant, vous avez remis un document qui disait que le véhicule qui a un problème aujourd'hui avait quand même un certain nombre de qualités. Donc, deux choses l'une, soit celui qui a fait le bilan, à ce moment-là, il s'est trompé, soit vous avez caché des informations, à ce moment, c'est un vice caché. Et là, on peut aller sur une annulation de contrat. Alors, quelles sont les obligations du vendeur ? Je vois sur votre site qui doit donc faire normalement un bilan technique, valable 90 jours. La carte grise doit être barrée avec la mention vendu le, suivi de la signature du vendeur. Ça, on le voit que quand on achète, en principe, la carte grise, ils la sortent pas avant. C'est dans un dossier. Ensuite, un bon de commande ou une facture si c'est un professionnel, avec bien sûr les caractéristiques de l'année, du modèle, et les mentions telles que véhicule non accidenté. Si bien sûr le véhicule n'a eu aucun accident. Et ensuite, un certificat de non-gage. Voilà, le certificat de non-gage qui est très important puisque c'est la preuve que le véhicule, il n'appartient pas à une banque, par exemple. C'est-à-dire le précédent propriétaire actuel jusqu'à la vente, il se peut que certains, le véhicule est gagé. Donc, même dans les concessionnaires, dans les parcs automobiles d'occasion, là, il y a des véhicules qui peuvent être gagés. Alors, on leur demande d'être très vigilants pour éviter cela. C'est déjà arrivé. Donc, parce que le véhicule a été mis peut-être un peu trop vite à la vente sur le marché, et donc souvent aussi le propriétaire, donc le véhicule par exemple il le dépose, il demande un petit délai pour déposer les documents justificatifs. Entre-temps le client est arrivé, et à ce moment ça peut arriver et à ce moment-là, on a des surprises, quoi. Des surprises qui arrivent jusque chez nous. Après, on sait qu'un véhicule neuf, c'est pas un véhicule neuf, que forcément il y a des pièces qui sont plus usées, sinon ça s'appellerait un véhicule neuf. C'est quoi la limite? C'est le consommateur, l'acheteur du véhicule d'occasion qui se dit que ça peut pas être parfait, mais le prix il est intéressant, je prends. Alors, on va revenir sur la garantie légale de conformité. La garantie légale de conformité, c'est 6 mois après l'achat. Mais 6 mois par rapport aux qualités qu'avait le véhicule au moment de l'achat. Quand tu as un véhicule neuf, il a un certain nombre de qualités. Donc pendant 6 mois. Quand tu as un véhicule d'occasion, il a les qualités qu'il avait au moment de l'achat. Donc ça veut dire que c'est pas un véhicule neuf au départ, mais il se peut qu'un véhicule il a déjà roulé, mais on parle juste des qualités au moment de l'achat. Donc c'est pour ça que il se peut que un véhicule neuf, dans un délai de 1 an par exemple, tu as certaines pièces mécaniques qui vont commencer à s'affaiblir. Un véhicule d'occasion, le délai va être ramené peut-être à 7 mois, 8 mois. Mais
cette garantie légale, c'est les qualités qu'avait au moment de l'achat. Donc, si par exemple, au moment de l'achat, l'acheteur a connaissance d'un défaut, il peut pas dire je n'étais pas au courant, ouais. quoi. Hein, si par exemple on te dit voilà, ce véhicule-là, c'est vrai par exemple le lévite électrique, il est un peu faible. Si par exemple au bout de 6 mois ou 7 mois, il tombe en panne, s'il a été informé, c'est pour ça que le bilan technique est important. Dans le bilan technique, on te dit par exemple, si dans le bilan technique on te dit que il y a une usure qui est supérieure sur une roue par rapport à l'autre roue qui est en face, donc on peut se dire il y a peut-être un problème de parallélisme. On va pas te dire qu'il y a un problème de parallélisme, on va juste te dire il y a une usure par exemple anormale de 30% de plus à droite qu'à gauche. À ce moment-là, on se dit il y a peut-être un problème qui n'est pas dit, mais qui pourrait donc lorsqu'on va prendre le véhicule, on aura une usure plus forte d'un côté que de l'autre. Et à ce moment-là, seulement, on se rendra compte qu'il y avait peut-être un problème de parallélisme. Et comment ça se passe dans le cas où, voilà, on achète un véhicule d'occasion dans un parc, par exemple, donc chez un professionnel, et que, par exemple, voilà, on sait qu'il y a un problème de lève-vitre dès le départ, on le sait avec le concessionnaire ou le vendeur, et il nous dit bon, écoute, tu roules avec et tu me la ramènes, je la reprendrai, mais jamais on a le rendez-vous. Comment ça se passe? Est-ce que faut le faire avant, ça, voilà. c'est ça. Ouais. En règle générale, c'est le vendeur, il va tout de suite dire t'inquiète pas, prends le véhicule, tu le ramènes. J'ai commandé la pièce. Ah oui. J'ai commandé la pièce. Ça c'est le classique, le plus. Alors des fois il a réellement commandé la pièce et tout se passe bien, mais des fois. Alors un réflexe très simple. Très bien, je te crois. Tu peux l'indiquer sur la facture. Ah voilà, il faut que ça soit précisé. Il faut que ça soit précisé. Et si jamais c'est pas indiqué, à ce moment-là, tu envoies un SMS, mais le mieux tu envoies un message en disant j'ai bien noté que tu m'avais dit que tu avais commandé la pièce. Et tu envoies un message pour confirmer. On parle beaucoup de problèmes mécaniques, mais il y a de plus en plus d'électronique à bord des véhicules. Voilà. On achète un véhicule, tout va bien, mécanique impeccable. On a fait attention à tout ce que la DGAE a dit de faire attention. Une semaine après l'avoir acheté, il y a un calculateur, BSI, toute l'électronique qui part en vrille. On fait quoi? C'est du vice caché, ça c'est quoi? C'est pas de chance, c'est dommage. Alors si c'est pendant les 6 premiers mois, t'as quand même un peu plus de chance que les autres. À ce moment-là, tu ramènes. Et à ce moment-là, le concessionnaire, le garagiste, a une obligation de résultat. C'est-à-dire que tu déposes ton véhicule, il faut que le véhicule soit réparé. À ce moment-là, il y a un engagement de part et d'autre. Pendant la garantie, t'as rien à payer. Maintenant, on est au-delà de la garantie. Et ça prend tout en charge, la garantie? Mécanique, électronique Normalement, c'est censé marcher dans les 6 premiers mois. Et si ça marche pas, que doit faire Comment ça marche quand ça marche pas? Voilà. Alors, ce que prévoit le texte, le texte, il prévoit que le réparateur a 1 mois pour remettre en conformité le bien. D'accord. Donc, si au bout d'1 mois, il n'y arrive pas, à ce moment-là, il y a 2 possibilités. Soit le problème, il est devenu mineur. À ce moment-là, tu peux garder le bien, mais on va te minorer le prix. Soit, à ce moment-là, on peut pas du tout réparer. À ce moment-là, on peut aller jusqu'à l'annulation du contrat. D'accord, parce qu'on comprend le problème également du concessionnaire, enfin du vendeur, c'est que lui, voilà, il savait pas non plus que ça allait tomber en panne au bout d'une semaine. Il se retrouve embêté parce qu'il a eu l'argent, il a déjà donné l'argent au propriétaire, au premier propriétaire. C'est un peu délicat pour lui de redemander l'argent, de rembourser et tout ça. Et s'il y a vraiment un problème, on fait appel à la DGAE. Voilà, c'est ça. Donc, première chose à faire, c'est d'envoyer déjà un courrier de mise en demeure pour que ça soit réparé dans le mois. Encore une fois, lorsqu'il s'agit d'un professionnel, pour un particulier, ça se réglera plus rapidement auprès du tribunal de première instance. Ah oui. Un particulier peut également aller au tribunal. Absolument. C'est-à-dire que il en va de la loyauté des transactions. Normalement, ils sont censés donner un véhicule en état de marche et l'autre le payer.
Donc, s'il y a un problème de part et d'autre, ça peut être un problème Aussi, de paiement, hein, bien sûr, aussi, oui. mais ça peut être un problème de mécanique. Et ça, c'est rapide au tribunal, c'est prioritaire, il n'y a pas des semaines, des mois à attendre? Alors, tout dépend si on a pris des précautions, c'est-à-dire que il y a des écrits, il y a des échanges d'écrits. À ce moment-là, il faut savoir qui est la personne. Parce que si on ne sait pas qui c'est, on ne peut pas poursuivre une personne qu'on ne connaît pas. Justement, ça c'est quand ça se passe mal. Donc vous pouvez contacter la DGAE, le bâtiment des affaires économiques à Faléouté. Vous appelez le 40 50 97 97. Merci Maloulou, beaucoup. Teddy Adjé, donc de la DGAE. Alors, véhicule neuf, reconditionné, pour moi c'était nouveau et d'occasion. J'espère qu'on aura su éclairer nos auditeurs et puis qu'ils n'hésitent pas à faire appel à un garagiste pour aller essayer le véhicule ou à la DGAE s'il y a un souci. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée.